Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai beaucoup ri en regardant la série Parlement sur le site de France Télévisions. Et pas seulement parce que le personnage principal porte presque le même prénom que celui de mon fils, mais parce que j'ai trouvé que c'était un tour de force d'arriver à faire une série marrante sur le sujet que moi, je trouve le plus ténébreux du monde, les institutions européennes. Dans cette série, un jeune attaché parlementaire malin et un peu voyou cherche à faire sa place au Parlement européen et se retrouve à y défendre la cause des requins, sans bien comprendre de quoi il s'agit. Le scénario arrive à tenir une ligne de crête pas facile. Il se moque gentiment des institutions européennes, mais montre aussi à quel point c'est essentiel d'arriver à des consensus et de surmonter ces contradictions. Et des contradictions sur la question climatique, en Europe, il y en a pas mal. L'Union européenne, c'est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre du monde, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Mais c'est aussi le continent qui a pris les engagements les plus ambitieux en termes de politique climatique. D'ici à 2030, l'UE doit réduire ses émissions de 55% au moins par rapport à celles de 1990. C'est un engagement colossal qui est loin d'être acquis. Les prochaines élections européennes, le 9 juin 2024, seront déterminantes de ce point de vue. En fonction du résultat, les politiques européennes pour le climat pourront être renforcées ou elles pourront être affaiblies. C'est pour ça que je me suis dit qu'un épisode de Chaleur Humaine spécial sur l'Europe pour tenter ensemble d'y voir plus clair, ça serait pas mal. L'Union européenne est-elle un frein ou un accélérateur pour la transition ? Quels sont les sujets sur lesquels l'UE est en avance ou en retard ? Comment cette action peut-elle être améliorée ? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode. Camille Defar est chef du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, experte en politique européenne de l'énergie, et elle va nous aider à démêler les fils de cette équation européenne. Bonjour Camille Defar. Bonjour Nabil. Alors pour commencer par le début, l'Union européenne, c'est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Les 3/4 de notre consommation d'énergie, c'est des énergies fossiles. Le pétrole dans les voitures, les avions, le gaz dans l'industrie et le chauffage. Encore du charbon dans un certain nombre de pays dans la production d'électricité. Pour essayer de se mettre sur la bonne trajectoire, l'Union européenne a adopté une vaste politique climatique qui s'appelle le Green Deal. Alors de quoi parle-t-on ? Alors le Green Deal européen, qu'on peut aussi appeler le Pacte vert européen en français, c'est une ambition de long terme. L'ambition de long terme, c'est d'atteindre la neutralité climat d'ici à 2050. Et comme vous l'avez dit en introduction, on va avoir une première étape en 2030 de baisser de moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre. La neutralité climat, c'est l'idée que toutes les émissions restantes, les très petites émissions qui resteront encore en 2050, elles pourront être absorbées soit par des puits carbone, soit par des moyens technologiques. Et donc ce Green Deal, comment il se traduit concrètement ? Alors ce Green Deal, ce pacte vert, il va impliquer une transformation profonde de notre système énergétique et donc de notre économie, de la façon dont on travaille, de la façon dont on vit et donc de la société. Et il se traduit principalement par des réglementations européennes. Donc en tout cas, c'est pour l'instant ce qui a été adopté au niveau européen. Donc ces 4-5 dernières années, il y a eu un très gros effort législatif au niveau européen pour réformer en profondeur les lois relative à l'énergie et au climat au niveau européen, de manière à s'aligner sur cette ambition climatique qui a été renforcée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas de rien, parce qu'on avait déjà des objectifs assez ambitieux pour 2030, qui étaient de moins 40% d'émissions. En réalité, l'Union européenne est depuis assez longtemps un leader sur la question climatique. Donc, sous l'impulsion de la Commission européenne et du Parlement européen, l'Union européenne a déjà mis en place ces dernières années des objectifs et des politiques ambitieuses en matière de déploiement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Mais est-ce que ça marche ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que, on va rentrer bien sûr dans le détail de ces différentes politiques climatiques européennes, mais d'une manière générale, on a l'impression qu'il y a des orientations qui peuvent être données, des consensus qui sont trouvés, mais ensuite que tout ça n'est pas nécessairement appliqué par les États. C'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne ce système dans lequel il y a une Union européenne, une Commission européenne, un Parlement qui donne des grandes orientations, et ensuite des États qui doivent mettre en œuvre ces politiques ? Alors pour l'instant, ça fonctionne bien sûr pas parfaitement, mais on voit que les États membres sont obligés, de par les réglementations européennes, à réfléchir à leur consommation énergétique, à mettre en place de nouveaux outils, à atteindre ces objectifs. La plupart des objectifs qu'on avait pour 2020 ont été atteints par les États membres. Donc on voit aussi que le déploiement des renouvelables en particulier est dû à cette action européenne renforcée. Et comme vous l'avez dit, il y a des pays, comme d'habitude en Europe, qui sont plus en avance que d'autres. Donc il y a des bons élèves, des pays qui partent un peu plus loin, donc qui ont besoin de faire un peu plus d'efforts pour rattraper les autres. Néanmoins, on voit que tous les pays ont progressé en matière de déploiement des
énergies renouvelables, et ça, c'est en partie grâce à l'Union européenne. Et alors justement, c'est qui les bons et les mauvais élèves ? Alors les bons élèves, on va dire que c'est plutôt les pays scandinaves qui ont déjà une très bonne base. Les mauvais élèves, malheureusement, c'est malheureusement la France, qui est le seul pays qui n'a pas atteint son objectif de déploiement d'énergie renouvelable pour 2020 et qui donc est sous le coup d'une sanction de l'Union européenne. Mais d'une manière générale, sur les objectifs climatiques, les bons et les mauvais élèves, c'est-à-dire ceux qui arrivent le plus vite à baisser leurs émissions, c'est donc les pays scandinaves qui sont plutôt les bons élèves, et ceux qui n'y arrivent pas vraiment, c'est qui alors ? En réalité, c'est difficile à dire parce que si on se place dans le cadre de l'ambition actuelle qui est la neutralité climat, il n'y a pas vraiment de bons élèves. Si on regarde par exemple sur les secteurs de l'industrie, sur le secteur des transports, en particulier de la voiture, des déplacements quotidiens, mais aussi du bâtiment, donc du logement, on voit que la plupart des pays européens n'arrivent pas à diminuer leurs ambitions assez rapidement. Et donc c'est des transitions qui n'ont pas encore réellement commencé. Dans le secteur des énergies renouvelables, on a des très bons résultats, surtout sur les renouvelables électriques. Par contre, voilà, sur les autres secteurs, on a des très gros défis pour commencer à vraiment électrifier les processus industriels, par exemple, décarboner ces processus qui n'ont pas encore commencé leur transition, installer, par exemple, des pompes à chaleur dans les logements pour permettre d'utiliser de l'électricité renouvelable pour se chauffer, déployer la géothermie également pour le chauffage, rénover en profondeur les bâtiments, déployer de nouveaux moyens de mobilité. Alors justement, je vous propose qu'on regarde maintenant plusieurs secteurs clés de la transition, qu'on essaie de plonger à l'intérieur et de voir si l'action de l'Europe là-dedans arrive à infléchir notre trajectoire climatique. Et on peut commencer par le véhicule électrique, parce que le transport, c'est 30% de nos émissions en Europe et surtout, ça diminue pas vraiment. C'est un secteur dans lequel on a du mal à faire baisser les émissions. Et là, l'UE a fixé un cadre qui est clair. En 2035, la vente de voitures à essence sera interdite dans toute l'Union européenne. C'est une décision qui est historique. Est-ce que ça vous semble une illustration de ce que l'Europe peut faire ou doit faire en matière de politique climatique ? Totalement. Et c'est une illustration de ce que l'Europe peut ou doit faire en matière de politique climatique, mais aussi en matière de politique industrielle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on n'entend pas assez dans le débat, c'est que cette interdiction de vente des véhicules neufs thermiques, c'est uniquement pour le neuf. Ça veut dire qu'on pourra toujours acheter des véhicules thermiques d'occasion sur le marché d'occasion. Donc il s'agit en réalité des nouvelles immatriculations de véhicules. Donc il ne va pas s'agir de faire un grand Big Bang de la mobilité pour tous les Européens. Tout le monde n'aura pas une voiture électrique en 2035, ça c'est important de le rappeler. Là où la contrainte, elle pèse, c'est pour les industriels, ceux qui produisent ces voitures-là, parce que eux, ils vont devoir arrêter de produire des voitures thermiques. Et là, c'est un enjeu industriel, parce qu'aujourd'hui, l'industrie automobile européenne a pris énormément de retard par rapport à la Chine. En 2022, la Chine a dépassé l'Allemagne en termes d'exportation de voitures, grâce à son avance sur les véhicules électriques et notamment sur les batteries, qui constituent la grande valeur ajoutée de ces véhicules. Donc il s'agit ici, en réalité, d'un enjeu industriel et d'un enjeu d'emploi et de compétitivité pour l'Union européenne, de prendre ce tournant d'électrique. Et donc, cette contrainte, elle pèse beaucoup moins sur les consommateurs que sur les industriels. Oui, mais alors justement, c'est un des arguments utilisés par ceux qui pensent qu'en fait, c'est pas une bonne mesure, c'est de dire « Ah oui, mais justement, maintenant, ça va coûter énormément d'emplois, ça transforme l'industrie européenne, ça la met en danger, tout ça pour des objectifs climatiques dont on n'est pas sûr qu'ils seront véritablement atteints parce que, justement, comme vous le dites, ça fait quelques centaines de milliers de voitures en plus électriques qui vont être vendues par an, mais la majorité des voitures qui vont circuler, ça sera des véhicules thermiques. » Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé d'enjeux industriels, parce que ces emplois, ils sont déjà en train de disparaître en réalité en Europe. Et c'est un enjeu de survie pour l'industrie automobile européenne de prendre ce tournant de l'électrique. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de bien rappeler que cette loi, elle existe ou qu'elle soit retirée possiblement au prochain mandat, de toute façon, il faut prendre ce tournant de l'électrique. Et ça, c'est quelque chose que j'espère les constructeurs automobiles vont comprendre. Par contre, ce qui est important à souligner, c'est que cette transition, elle doit être accompagnée. Il y a effectivement des emplois qui vont disparaître dans tout ce qui est fabrication de moteurs thermiques. C'est pour ça aussi que l'Allemagne a beaucoup freiné, parce qu'elle a fait énormément d'innovations technologiques, elle a énormément de savoir-faire sur ces moteurs thermiques. Donc elle n'avait pas intérêt à laisser partir cette technologie. Le problème, c'est que ce n'est pas une technologie d'avenir. Donc il faut accompagner avec des programmes de financement de formation, des programmes de soutien
aux nouvelles industries de batteries électriques, par exemple, cette transformation qui est essentielle pour proposer des emplois alternatifs et une activité durable, économique durable pour l'Union européenne de demain. Oui, mais justement, il y a un certain nombre d'industriels aujourd'hui, on voit un certain nombre de lobbies qui s'activent sur ce sujet-là en essayant de faire en sorte que, après les élections du 9 juin, justement, on revienne ou on assouplisse cet objectif-là, ou bien on dise, ah d'accord, on accepte d'autres types de carburants, des carburants alternatifs, par exemple, de l'hydrogène, qu'on soit beaucoup plus souple, en tout cas sur l'interdiction de la vente de véhicules thermiques, un peu avec l'idée que c'est pas grave, l'Europe a décidé d'un objectif de 2035, mais s'il n'est pas tenu, c'est pas très important, ça peut être 2040, ça peut être 2045. Eh bien, en tout cas, les experts qui sont spécialistes de ce secteur-là considèrent que 2035, c'est largement suffisant. On a 10 ans pour préparer cette transition. 10 ans, c'est suffisant. D'après, en tout cas, de nombreux experts, Volvo avait prévu d'ailleurs d'avancer la date de fin de vente de véhicules thermiques avant 2035. D'un point de vue industriel, c'est possible. Le problème autour de ce narratif, autour de l'hydrogène ou d'autres types de carburants alternatifs, c'est que c'est des carburants qui vont être extrêmement chers. C'est pas pour rien que l'Union européenne favorise la voiture électrique. Une voiture électrique, à l'utilisation, ça coûte 10 fois moins cher qu'une voiture à essence. Et l'hydrogène vert, il faut le rappeler, c'est pas du pétrole normal. C'est ce qu'on peut appeler, en réalité, ce qu'on appelle, nous, dans notre milieu, du champagne, de l'énergie. Donc on va faire rouler des voitures au champagne. Et si c'était le cas, quand bien même ce serait possible, parce que ce serait effectivement possible pour un très petit nombre de voitures du fait d'un lobbying assez agressif de certaines industries allemandes, ça va être possible pour des voitures de luxe. Donc c'est-à-dire que ça ne sera jamais pour les citoyens moyens et ce sera uniquement réservé à des intérêts privés très restreints. Juste pour bien comprendre là-dessus, quand l'Union européenne se dote de cet objectif-là, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que c'est bien beau de fixer un objectif à 2035. Concrètement, ça dit aux industriels, mettez-vous en musique pour y arriver. Mais est-ce que c'est suffisant ? C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit de fixer un cadre et tout le monde va suivre ? Comment on fait pour être sûr que cet objectif soit tenu ? Alors effectivement, il faut mettre en place des mécanismes de sanction. Bien sûr, il faut mettre en place des mécanismes d'accompagnement. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble des politiques européennes en réalité. On a une gouvernance, ce qu'on peut appeler une gouvernance de la politique énergie-climat européenne qui, malheureusement, au vu des ambitions que l'on s'est données, doit être renforcée. Que ce soit pour le secteur de l'automobile ou pour d'autres secteurs de la transition énergétique, on a aujourd'hui un cadre réglementaire extrêmement clair. Il aurait pu être, bien sûr, toujours plus ambitieux, plus social, plus inclusif, mais il est néanmoins extrêmement clair et il faut en tirer le maximum de son potentiel avec des outils complémentaires. Et donc, il s'agit de bien vérifier la mise en œuvre et l'application de ces réglementations, de ces obligations par les acteurs concernés, d'accompagner ces acteurs avec des soutiens financiers appropriés, du soutien technique, des capacités humaines également. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de bien se dire qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences dans les administrations publiques, dans les entreprises, et que ça, il faut le reconnaître, c'est une grosse contrainte pour le déploiement et l'atteinte de nos objectifs climatiques. Donc c'est cet ensemble d'outils qu'il va falloir renforcer pour le prochain mandat. C'est le rôle de la prochaine commission, c'est le rôle du prochain Parlement et on va espérer que ça puisse être, que l'ambition en tout cas puisse être maintenue parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme quand on décide de se remettre au sport. Je décide de me remettre au sport, je me dis l'an prochain je vais courir 10 km d'un coup. J'ai cet objectif-là. Néanmoins, si je ne me dote pas d'un plan d'entraînement, que je ne m'achète pas des bonnes chaussures et que j'ai pas une gourde pour être sûre de rester bien hydratée pendant mes entraînements, je ne vais pas y arriver. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu là qu'on en est avec l'Union européenne. Donc en fait, on en vient à l'idée d'une planification européenne de la transition. Absolument. Et là-dessus, l'Union européenne ne part encore une fois pas de rien. On a des outils de planification déjà avec le règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie. Et on est d'ailleurs en train de revoir les plans nationaux énergie-climat qui devront être rendus en juin prochain à la Commission. Les premières ébauches de ces plans ont été déjà rendues à la Commission par la plupart des États membres au cours de cette année. Ils sont désormais en discussion, en échange, pour essayer de renforcer ces plans, parce qu'aujourd'hui, la Commission considère que les mesures qui sont prévues au niveau national ne vont pas suffire pour atteindre l'objectif de 2030. Et donc, c'est là qu'on voit très concrètement comment est-ce que le dialogue, il se fait entre les administrations nationales et la Commission européenne pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Il s'agit néanmoins de plans qui ne sont pas contraignants, qui ne sont pas forcément liés à du financement européen, qui ne sont pas forcément liés à des obligations. Donc, il s'agit encore une fois d'un exercice
qui reste extrêmement utile parce que ça demande aux États membres de se poser et de réfléchir à ça. Par contre, la crédibilité de ces plans et la mise en œuvre de ces plans va rester un défi. Alors, il y a un autre sujet qui est central dans la politique européenne, c'est la politique agricole. La PAC, politique agricole commune, c'est le plus gros poste de dépenses de l'Union européenne. Et historiquement, c'est une politique qui a plutôt poussé à produire plus, au productivisme agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans un cadre dans lequel on a une politique européenne de Green New Deal, comme on l'a dit, qui va dans un sens, et une politique agricole commune qui a l'air d'aller dans l'autre sens? Effectivement, ce qui est important de noter, c'est que donc, la politique agricole commune, qui représente environ un tiers des dépenses de l'Union européenne, donc c'est vraiment un gros levier d'action de l'Union européenne, très concret. Cette politique agricole commune, elle a été réformée en dehors du pacte vert. Donc elle n'a jamais été liée à la stratégie du pacte vert, son volet agricole qui s'appelle de la ferme à l'assiette, qui visait notamment à réduire de 50% l'usage de pesticides d'ici à 2030 et d'augmenter la part de l'agriculture bio. Cette stratégie de la ferme à l'assiette ne comprenait pas de la réforme de la PAC. Donc, on voit aussi ici que les politiques européennes ne sont pas toujours bien synchronisées vers cette ambition du pacte vert. Parce que l'idée générale derrière le pacte vert, c'est d'aligner l'ensemble des politiques européennes sur cet objectif de neutralité climat. L'idée est bonne, mais la mise en œuvre reste encore à améliorer. Parce que l'agriculture, c'est à peu près 10% des émissions au niveau de l'Union européenne, donc c'est quand même très important. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à prendre en compte la politique agricole au sein de la politique climatique? Est-ce que c'est là l'effet des groupes de pression, des lobbies au niveau européen, ou est-ce que c'est un problème de culture, qu'on n'arrive pas à se rendre compte que la question agricole est aussi centrale dans la question climatique? Je pense que c'est un peu des deux, évidemment. Un point important à souligner, c'est que jusqu'ici, la transition énergétique, elle s'est focalisée sur les énergies renouvelables. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la neutralité climat, respecter l'accord de Paris et éviter les effets les plus désastreux du changement climatique, ça va nécessiter de toucher à tous les secteurs de l'économie. Et l'agriculture n'est pas la seule à avoir été délaissée. La rénovation énergétique a été délaissée, la mobilité, en dehors de la mobilité électrique, a été délaissée, et même l'impact social de cette transition a été délaissé. Mais donc sur l'agriculture, d'une certaine manière, on peut dire qu'autant sur le véhicule électrique, on a plutôt là une forme de vision avec un début de planification qui est clair. Sur l'agriculture, on est plutôt au stade zéro de cette réflexion-là? Totalement. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance d'avoir un dialogue en amont avec les acteurs concernés et tous les acteurs concernés, pas uniquement les plus gros qui ont l'habitude d'influencer les processus de décision, pour éviter des retours de bâton. Par exemple, on avait une loi pour la réduction des pesticides qui a été en réalité rejetée par le Parlement fin d'année dernière et qui a été retirée par la Commission. Donc on voit ici aussi que ces débats, ils doivent se préparer, ils doivent pouvoir s'appuyer sur un soutien politique fort de la part des acteurs concernés et de leurs représentants. Donc, oui, mais on a plutôt l'impression justement que pour un certain nombre d'agriculteurs, en tout cas les grosses organisations d'agriculteurs en Europe, ils ont plutôt l'impression que l'Europe joue contre eux, qu'elle veut leur imposer tout un tas de règles, de normes contraignantes, voilà, qu'elle joue contre leurs intérêts. Là où d'une certaine manière sur l'automobile on peut dire, bon bah oui en fait c'est un plan industriel de développement et il y a un futur pour le développement des industriels de l'automobile, on a l'impression que sur l'agriculture, la vision des acteurs du secteur c'est plutôt on veut nous tuer, on veut casser notre modèle que pourtant l'Europe a encouragé pendant très longtemps. Alors, il y a besoin d'abord de rééquilibrer ceux qui ont accès à ce débat-là, parce qu'on entend beaucoup plus les grandes exploitations exportatrices que les petits agriculteurs bio dans ce débat-là. Et bien sûr, prendre en compte les contraintes qui pèsent sur le secteur agricole aujourd'hui. C'est un secteur qui, dans lequel les acteurs ont du mal à se rémunérer, en tout cas nombre d'entre eux. Il y a une forte concurrence internationale, donc il faut s'assurer aussi que non seulement la concurrence internationale, mais aussi la concurrence intra-européenne ne se fait pas au détriment des agriculteurs européens. Et là-dessus, il faut souligner que le manque d'harmonisation de la politique européenne agricole entraîne cette différence de concurrence entre les producteurs européens. Donc c'est aussi un problème de déficit d'action européenne et donc de manque d'ambition des États membres à adopter une vision commune agricole. Qu'est-ce qui pourrait être un exemple de piste à réfléchir pour que la PAC elle soit mieux tournée vers nos objectifs climatiques ? Une des idées les plus simples, c'est d'aligner la PAC sur les objectifs qui ont été définis
par la stratégie de la ferme à l'assiette. Donc améliorer les financements du bio au travers de la politique agricole commune, ça me semble être une bonne piste, effectivement. Alors, il y a un autre gros poste d'émission dans l'Union européenne, c'est l'énergie, et notamment parce qu'il y a un certain nombre de pays européens qui utilisent encore beaucoup de charbon dans leur production d'électricité. C'est le cas de la Pologne, c'est aussi le cas de l'Allemagne. Et un des objectifs de l'Union européenne, c'est un très fort développement des énergies renouvelables. Pourquoi c'est aussi important ? Alors, c'est très important parce que c'est des sources d'énergie bas carbone qui sont déployables rapidement. Et là-dessus, l'Union européenne a augmenter ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables. Donc on est aujourd'hui autour de 20% du mix énergétique. On devrait dépasser les 40% d'ici 2030. Donc on devrait multiplier par 2 la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Aujourd'hui, il faut rappeler que le mix énergétique européen, c'est 40% de pétrole, 30% de gaz et 8% de charbon. Quand on parle vraiment d'énergie et pas uniquement d'électricité. Donc c'est vraiment sur ces énergies-là qu'il faut se concentrer. Il y a des plans pour déployer des nouvelles capacités de nucléaire dans de nombreux pays, dont la France. C'est des capacités qui vont néanmoins prendre du temps à arriver sur le réseau. Et donc, en attendant, il faut absolument combiner en tout cas les deux, ne pas opposer différentes sources d'énergie bas carbone. Et la décennie qui s'ouvre là, c'est vraiment une décennie dans laquelle on doit vraiment connecter de nouvelles capacités d'énergie renouvelable le plus rapidement possible. Et comme je l'ai dit, il faut doubler le rythme passé de déploiement d'énergie renouvelable, en particulier sur le solaire et l'éolien. Et ça, est-ce que ça marche ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pays qui arrivent aujourd'hui à être au bon rythme de développement des énergies renouvelables et qui installent massivement des panneaux solaires, des parcs éoliens en mer, etc. Ouais. Alors, sur le solaire, c'est extrêmement dynamique. On a vu avec la crise énergétique, et ça, c'est très important de le rappeler, avec la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix du gaz et plus généralement des prix de l'électricité, on a, grâce au déploiement passé des énergies renouvelables, atténué l'impact négatif de ces énergies sur la hausse des prix. Donc on a pu conserver des prix moins élevés grâce aux énergies renouvelables et l'impact de la hausse des prix des énergies fossiles a contribué à des développements records d'énergie à la fois solaire et éolienne depuis 2022. Donc on a ici un très bon levier à la fois pour faire du vert, mais aussi faire beaucoup plus résilient et améliorer notre sécurité énergétique. Et donc, dans les pays qui sont très dynamiques, on a des pays comme le Portugal, des pays comme, évidemment, l'Allemagne ou encore les pays scandinaves. La France également a des gros projets de déploiement de parcs éoliens, notamment offshore. Mais on voit que si on est sur la bonne trajectoire sur l'énergie solaire, l'énergie éolienne prend un peu plus de temps à être déployée. Mais on voit bien qu'il y a une forte ambition européenne de dire il faut développer l'éolien et le solaire, mais pourquoi on n'a pas fait comme sur les véhicules thermiques en disant voilà, à partir de telle date, c'est interdit de produire de l'électricité à partir de charbon dans l'Union européenne, et puis vous n'avez qu'à développer les énergies renouvelables. Alors en fait, sur la production d'électricité en général, le verdissement de cette production, on a déjà un mécanisme qui fonctionne très bien, qui s'appelle le marché carbone européen, qui est en vigueur depuis 2005 et qui envoie des signaux prix, donc qui pénalise la production d'électricité fossile en faisant payer une taxe à ces producteurs d'électricité fossile. Et donc ça avantage les producteurs d'électricité renouvelable mécaniquement. Donc on a moins besoin, puisqu'on a vu déjà que c'est le secteur le plus dynamique en matière de politique verte européenne, ou même en matière de politique verte tout court. C'est là où c'est le plus facile, parce qu'on a des technologies qui sont déjà matures, qui sont facilement intégrables, dans le sens où le réseau électrique, il existe déjà, contrairement au réseau de bornes de recharge. Oui, mais alors ça, c'est justement une des critiques qui est faite à cette vision européenne de l'énergie, c'est de dire, mais en fait, c'est pas vraiment réaliste votre affaire, avec plein de petites communautés, plein de petits producteurs d'énergie renouvelable partout. On va avoir des problèmes d'approvisionnement, notamment quand on va avoir une semaine sans vent en mer du Nord. On va avoir des difficultés pour équilibrer le réseau européen. Il y a des moments où il va y avoir beaucoup de soleil et donc beaucoup d'électricité produite. Et donc, il y a aussi une crainte, je pense, chez un certain nombre de gens, de se dire, mais en fait, ce nouveau système avec énormément d'énergie renouvelable, finalement, ça ne va pas tenir.
Bien, c'est pour ça que de toute façon, on aura aussi dans le système énergétique européen de demain toujours des capacités nucléaires, par exemple. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir que des communautés énergétiques. On aura des parcs éoliens qui auront la taille d'une centrale nucléaire aussi. Donc, c'est pas que des petits moyens de production décentralisés. Par contre, c'est unanime quand on réfléchit, quand on regarde, les études qui sont faites sur le réseau électrique de demain, le système électrique de demain. C'est évident qu'il va falloir avoir un système énergétique qui va être plus décentralisé, qui va être plus flexible. On va consommer à d'autres moments de la journée. On va pouvoir injecter de l'électricité, par exemple, au travers de sa voiture électrique, qui vont pouvoir aussi servir de batterie. Donc, on va avoir un réseau qui va être effectivement plus complexe qu'avant, mais aussi plus flexible, plus agile. Et c'est tout à fait envisageable. En tout cas, c'est un système qui devrait permettre aussi aux citoyens de prendre une part plus active au système énergétique. Par exemple, pendant la crise énergétique que nous avons traversée, l'Union européenne a lancé une stratégie pour le solaire qui demande aux États membres de soutenir des communautés énergétiques dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Donc on a aussi ici cette idée de réappropriation de ces enjeux par les citoyens, de rapprocher ces décisions qui sont relatives au système énergétique du citoyen sans perdre de vue l'idée d'avoir un système qui est bien sûr chapeauté par des opérateurs du réseau de transport et des régulateurs. Oui, sauf que là, on revient un peu à l'idée que ces orientations formulées par l'Union européenne, elles ne sont pas toujours appliquées de manière concrète par les États. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ces orientations données, l'exemple par exemple de ces communautés énergétiques, en France, il n'y a pas des communautés énergétiques dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Et donc, est-ce que là, c'est un peu une volonté politique affichée par l'Union européenne, mais comment on fait pour que ça soit mis en œuvre de manière concrète par les États ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, parce que c'est une obligation pour les États membres aujourd'hui d'avoir un cadre pour ces communautés énergétiques qui permettent aux citoyens donc d'avoir la possibilité d'en créer et de les opérer. L'Union européenne a beaucoup d'outils, en réalité, qui devraient, à notre avis, à l'Institut Jacques Delors, être déployés pendant le prochain mandat. Par exemple, l'Union européenne propose des financements pour le lancement de communautés énergétiques. Elle propose également de l'assistance technique pour soutenir les citoyens qui veulent créer leur propre projet, lancer leur propre projet. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Union européenne commence à soutenir des communautés énergétiques qui vont au-delà de la seule production d'électricité, mais qui prend en compte également les enjeux de rénovation. Et donc, on a ici aussi un nouveau dispositif, un nouvel instrument de l'Union européenne qui a été créé par la Commission récemment, qui s'appelle la rénovation menée par les citoyens, et qui permet à des communautés énergétiques qui existent déjà d'avoir du soutien pour commencer à engager eux-mêmes des opérations de rénovation pour les membres de leur communauté. Donc on a ici aussi, malheureusement, des instruments qui sont de très petite échelle, mais qui montrent bien la volonté et surtout la compréhension par la Commission européenne de la nécessité de soutenir par le bas ces velléités d'implication des citoyens dans la transition. Justement, sur la rénovation des bâtiments, ça c'est un sujet qui est très important dans toute l'Europe et en particulier en France, où c'est 18% de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans toute l'UE, je crois que c'est environ un tiers de nos émissions, le secteur du bâtiment. Là, il y a des orientations aussi qui ont été données dans les politiques européennes. Mais là, on a l'impression que c'est un peu plus flou, c'est-à-dire que on donne un cadre et ensuite, chaque État se débrouille pour essayer de faire en sorte que ces bâtiments soient rénovés. Est-ce que ces politiques-là, elles ont déjà un impact ? Alors non, parce que en fait, elles viennent tout juste d'être adoptées, ou s'il y a vraiment quelques semaines. Donc elles vont devoir être mises en œuvre par les États membres, qui ont en général 1 an ou 2 ans pour le faire. Ce qui est important de se rappeler ici, c'est que jusqu'ici, l'action de l'Union européenne sur les bâtiments, c'était uniquement sur le neuf. Donc l'Union européenne avait déjà mis des standards pour que les bâtiments neufs soient le plus verts possible, pratiquement zéro émission. La grande nouveauté de la réforme qui a été adoptée très récemment, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne se concentre sur les bâtiments existants. Les bâtiments, c'est des actifs qui vont durer plusieurs dizaines d'années. Donc, on a ici aussi cet enjeu de rénover un parc immobilier qui est extrêmement inefficace et pour la plupart vétuste. Et donc, c'est les 3/4 du parc immobilier européen qui devrait être rénové d'ici à 2050 si on veut atteindre nos objectifs climatiques. Alors, le fait que l'Union européenne, aujourd'hui, se préoccupe de la rénovation des bâtiments existants, c'est en soi une grande victoire. Et ça montre aussi l'implication de plus en plus importante de l'action européenne sur des sujets qui étaient jusqu'ici des sujets nationaux. Et c'est des équilibres qui changent, et c'est bien, à mon avis, une très bonne illustration
de l'ambition climatique européenne et du fait qu'elle va de plus en plus loin dans ce qu'elle demande aux États membres. Donc aujourd'hui, on peut considérer que c'est effectivement des outils qui sont très nouveaux, avec beaucoup d'incertitudes sur leur mise en œuvre. Et c'est pour ça que le prochain mandat de la Commission européenne et du Parlement européen est extrêmement important, parce qu'il va bien falloir s'assurer que de nouveaux outils sont créés pour respecter ces nouvelles obligations, qui sont des obligations, encore une fois, inédites. Oui, mais d'une certaine manière, on pourrait dire... Oui, sur l'électricité, les pays sont interconnectés, donc il y a besoin de règles européennes. Mais en fait, le bâtiment, après tout, la manière dont on rénove en France ou en Pologne ou en Italie, pourquoi c'est à l'Europe de s'occuper de ça ? Chacun des États pourrait décider de se doter d'objectifs. D'ailleurs, beaucoup d'États en ont déjà. Alors, ils ne les respectent pas forcément, c'est le cas de la France. Mais on pourrait dire, pourquoi ça doit se régler à l'échelle européenne ? Eh bien, c'est exactement les débats qu'on a eus au niveau européen sur pourquoi est-ce que l'Union européenne va réglementer les bâtiments existants. Ce n'est pas un enjeu européen. Et c'est là qu'on voit aussi l'impact de cet objectif de neutralité climat et surtout l'interconnexion des systèmes électriques et énergétiques européens. Pendant la guerre en Ukraine, on a eu des ambitions de réduction de la demande de gaz et d'électricité au niveau national pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, pour éviter le blackout, pour préserver une marge de manœuvre pour le système énergétique européen. Donc aujourd'hui, c'est important de rappeler que le secteur du bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie en Europe et que c'est un secteur qui gaspille de l'énergie, a fortiori l'énergie fossile, mais de toute façon, même si c'était de l'énergie propre, on n'a pas le luxe de gaspiller de l'énergie aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que le raisonnement de la Commission européenne, c'est de dire les bâtiments qui sont les moins performants doivent être rénovés et c'est un enjeu social, un enjeu sécuritaire. Mais il y a quand même une question que je me pose qui est plus globale, plus transversale sur ces sujets-là. C'est qu'en France, on voit souvent l'Union européenne aussi d'un point de vue budgétaire, parce qu'elle impose des règles budgétaires aux différents pays, et notamment de ne pas faire exploser sa dette. Et donc, c'est souvent présenté aussi comme un frein à l'action climatique en disant, regardez, on doit faire beaucoup d'investissements dans la transition dans un certain nombre de pays. Et en fait, on ne peut pas le faire parce que ça va générer trop de dettes et on ne respectera pas les engagements qu'il y a dans les traités européens. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le cadre imposé par l'Union européenne aujourd'hui et les besoins d'investissement dans la transition écologique ? Oui, il y a une contradiction et c'est pas faute de l'avoir souligné. Alors quand je dis c'est vraiment l'écosystème de centres de réflexion autour de l'Union européenne, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut préserver de l'espace pour faire des investissements vertueux pour le climat. Malheureusement, au niveau du Conseil qui rassemble les États membres, un certain nombre d'États, notamment les États qu'on appelle les États frugaux, donc l'Allemagne, les pays scandinaves, ont besoin de renouveler leur conception des finances publiques, et ça prend du temps. On a des débats très intéressants actuellement en Allemagne où un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de cercles d'économistes sont sortis du bois en disant qu'il fallait réformer le frein à la dette qui est en réalité lié à cette obligation européenne. En tout cas, c'est le même mécanisme de limiter l'endettement, quelles que soient les raisons. Donc aujourd'hui, on a besoin, et je pense que c'est important de le souligner, on a besoin de réformer, de revoir cette conception des finances publiques. Ça va beaucoup dépendre de l'Allemagne dans les prochaines années. Mais comment on peut le faire ? C'est-à-dire, il y a des économistes, par exemple, qui disent on prend les dépenses d'investissement qui sont liées à la transition et on ne les compte pas dans le calcul des dépenses publiques classiques. Quelque part, on sacralise un peu une forme de budget vert au niveau des États. Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'il faut dire non, il faut un budget vert européen et que ce soit la Commission elle-même qui décide comment on alloue ces fonds ? Qu'est-ce qui vous semble être des leviers à la fois les plus efficaces, mais aussi les plus réalistes à mettre en œuvre rapidement ? Ouais. Comme toujours pour la transition, il va falloir utiliser tous les outils qu'on peut. Et donc, ces deux idées-là, d'avoir plus de flexibilité pour la réduction de la dette quand les États font des dépenses vertes et un vrai fonds pour le pacte vert au niveau européen, c'est deux idées importantes. Et aujourd'hui, avec la réforme qui vient d'être adoptée des règles budgétaires, cette réforme ne va pas laisser beaucoup d'espace, voire pas du tout d'ailleurs, pour les investissements verts au niveau national. Les investissements verts devraient additionnels représente 2% du PIB dans les prochaines années. Donc, on a de toute façon besoin de ces investissements. Alors, la seule solution aujourd'hui, vers laquelle tout le monde se tourne actuellement, c'est cette idée d'avoir un fonds européen digne de ce nom, un vrai budget européen qui doit être plus large parce que nos besoins sont plus importants. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, une question climatique, mais c'est une question industrielle, c'est une question de sécurité et c'est aussi une question sociale. Là-dessus, on a déjà eu une très grande innovation avec la réponse européenne à la crise du Covid, avec le plan de relance européen, qui est totalement inédit
et qui était totalement impensable il y a quelques années. On a eu un gros emprunt européen commun pour financer la relance européenne de façon solidaire. C'est un instrument qui a été pensé de façon exceptionnelle. Il va falloir réfléchir à des moyens de le rembourser, donc des impôts européens. Et donc ça, cette question de comment est-ce qu'on rembourse ce premier emprunt, elle est centrale dans l'idée d'en avoir un deuxième. Et là-dessus, c'est très intéressant parce que cette question des impôts européens est extrêmement sensible, comme n'importe quelle question relative aux impôts. C'est extrêmement sensible, c'est décidé à l'unanimité par les États membres au Conseil. Le débat est un peu bloqué. Néanmoins, la Banque européenne d'investissement a fait une étude climat, un sondage sur le climat, dans lequel ils ont demandé aux citoyens sondés « Seriez-vous prêts à payer un peu plus d'impôts sur votre revenu annuel pour financer la transition énergétique pour les personnes qui sont plus vulnérables que vous ?» Et ce qui est très intéressant, c'est que la majorité des personnes, donc plus de 55% des personnes qui ont répondu à ce sondage, ont déclaré oui pour payer entre 1 et 5% d'impôts sur le revenu supplémentaire pour financer la transition énergétique pour les plus vulnérables. Donc on voit ici aussi que c'est un débat, à mon sens, qui est extrêmement important à avoir parce que les impôts, c'est pas forcément une question facile si on ne le lie pas à la façon dont on va utiliser cet argent. Alors on a vu que dans toute cette trajectoire, il y avait des choses qui étaient en train d'avancer, mais aussi d'autres qui étaient des obstacles, qui étaient difficiles. Qu'est-ce qui vous permet de garder espoir là-dedans ? Alors ce qui permet de garder espoir, c'est de voir à quel point, que ce soit du côté des experts indépendants, de la Commission européenne, des entreprises ou même des citoyens, il y a un très grand consensus sur la direction dans laquelle il faut aller et un consensus aussi sur les instruments à déployer. Bien sûr, dans le détail, on va avoir différentes opinions, on va avoir différentes préférences, mais en réalité, ce que je constate dans mon travail à l'Institut Jacques Delors, c'est qu'il y a une vraie volonté de déployer de nouveaux outils, d'être créatif et de se donner les moyens d'arriver à cette ambition. Alors, je ne vais pas vous laisser repartir sans vous avoir demandé comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce que vous avez changé des choses dans vos pratiques depuis que vous travaillez sur ces questions ? Le chemin que j'ai fait dans mes efforts individuels, c'est qu'il y a eu des moments où j'étais plus stricte que d'autres. J'ai des moments où j'étais végane, des moments où j'étais végétarienne, des moments où j'étais plus flexitarienne, des moments où j'ai décidé que je ne prendrais plus jamais l'avion, des moments où je me suis dit, finalement, si, pour cette raison-là, c'est important de prendre l'avion. Et je pense que dans tous ces efforts-là, d'essayer de manger bio ou de ne pas manger bio, il faut quand même reconnaître qu'on est dans une société qui n'est pas tournée vers le fait de rendre facile ces pratiques-là. Alors ça change beaucoup grâce à beaucoup de citoyens qui lancent de nouvelles initiatives vertes, qui font que c'est plus facile d'avoir des options végétariennes, même si on n'est pas végétarien, d'avoir d'autres options de voyage sympas sans prendre l'avion. Et ça reste assez marginal et ça reste un effort et une énergie à dépenser et sur laquelle je pense qu'il faut rester bienveillant envers soi-même. Parfois, oui, j'achète des sacs plastiques et des produits made in China parce que c'est comme ça et que notre société est comme ça. Donc, je pense qu'il faut rester bienveillant envers soi-même sur ces pratiques-là. Essayer quand on peut de faire ce qu'on peut. Mais pour durer, je pense qu'il faut rester bienveillant. Est-ce qu'il y a, sur ces questions-là, un livre, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré ou que vous aimeriez partager ? Alors, ça s'appelle First Cow. Je ne sais pas si vous l'avez vu, de Kelly Reichardt. Et donc, c'est une histoire d'amitié entre deux hommes. Et c'est deux hommes qui lient une amitié dans une Amérique du Far West canadien, je crois. Enfin, c'est Amérique du Nord. Et elle filme la nature d'une façon très contemplative. Et elle montre aussi les rapports de domination sociale, tout en montrant cette amitié qui lie ces deux hommes-là. Et je trouve que c'est en tout cas un film qui m'a touchée parce que je pense que, pour revenir à cette question de représentation, de qu'est-ce qu'une vie bonne, et je pense qu'on a besoin d'œuvres d'art qui nous montrent d'autres manières d'être en relation les uns avec les autres et avec la nature. Merci Camille Defar. Merci.
Avant de vous dire ce que j'ai retenu de cet entretien avec Camille Defard, je vous rappelle, si vous n'aviez pas retenu l'idée, que les élections européennes, c'est le dimanche 9 juin. C'est dans toute l'Europe, il n'y a qu'un seul tour, et c'est à marquer dans votre agenda. Vous pouvez aussi faire des procurations, il est encore temps si vous voulez aller voter. J'ai appris plein de choses dans cette discussion, et je me rends compte qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. C'est dommage, on y reviendra sûrement une prochaine fois. Et la première que je retiens, c'est que quand l'Europe se bouge, c'est une structure puissante pour faire changer les choses. Interdire de vendre des voitures thermiques en 2035, c'est un horizon qui permet à tout le monde de s'aligner. Les entreprises, les États, les particuliers peuvent se mobiliser autour d'un objectif commun. Évidemment, cet objectif, il a plein de défauts, il n'est pas parfait. Mais il a quand même le mérite d'exister et d'emmener 450 millions d'Européennes et d'Européens dans la même direction. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, pour le rendre concret, il serait peut-être plus réaliste d'accompagner cet objectif d'étapes claires, comme le dit Camille Defard. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant dans son approche, c'est de regarder ça pas simplement comme une réponse à la crise climatique, mais aussi comme un grand projet industriel qui va créer de l'emploi tout en nous mettant dans la bonne direction. On pourrait d'ailleurs dire la même chose sur le développement des énergies renouvelables, et ça, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'à l'inverse, quand l'Europe s'y met pas, on n'y arrive pas. Et l'exemple le plus frappant, c'est l'agriculture. Je ne comprends pas à quoi ça rime d'avoir une politique climatique au niveau européen si dans le même temps, on a une politique agricole commune qui produit exactement l'effet inverse. Vouloir baisser nos émissions de gaz à effet de serre sans toucher au modèle agricole façonné par la PAC depuis des années, c'est pas sérieux. Et ça fait même douter de la capacité de l'Union européenne à résoudre des problèmes importants. C'est d'ailleurs ce qu'on voit bien dans la série Parlement dont je parlais en introduction. Le jeune Samy, puisque c'est son prénom, a beau se démener pour défendre les requins, il y a toujours une coalition baroque de lobbies, d'États et de députés incompétents qui parvient à tout faire échouer. C'est un peu la même chose sur l'agriculture. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, sur tout le continent, il y a des centaines de milliers d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont en train d'expérimenter autre chose, de l'agroforesterie, de la conservation des sols, de l'agriculture biologique, etc., et qu'on n'aide pas à avancer dans la bonne direction. Ce que je veux dire, c'est que sur l'agriculture, je trouve qu'on a là plutôt l'impression d'une Europe qui freine la transition climatique, voire qui l'empêche. Le troisième point pour moi, c'est ce que dit Camille Defard sur la question des règles budgétaires européennes. Non, ne partez pas tout de suite, c'est sûr, ça a l'air très pénible dit comme ça. Mais je ne vois pas comment on va arriver à financer tout ce qu'il faut financer dans la transition en restant dans le cadre existant. Comment dire en même temps aux États, il faut faire des économies partout pour rentrer dans le cadre des règles budgétaires strictes, et en même temps, vous devez investir massivement dans les trains, l'énergie solaire, l'adaptation des villes et que sais-je encore. On l'a vu avec la crise sanitaire ou dans la guerre en Ukraine. Quand on fait face à un problème existentiel, on ne peut pas jouer avec les mêmes règles du jeu. Sur ce point, je pense que ce que dit Camille Defard est très intéressant. Il y a plein d'idées qui existent pour faire autrement, et on peut les combiner, elles ne s'opposent pas forcément. Par exemple, l'idée d'avoir un budget commun au niveau européen pour investir dans certains domaines directement. Ou bien le fait de sortir les dépenses liées à la transition climatique du calcul de la dette dans chacun des États, par exemple. Un dernier point dont on n'a pas parlé, et c'est dommage, c'est ma faute. C'est la question du libre-échange. L'Union européenne a aussi été, ces 30 dernières années, l'un des outils par lesquels on a accéléré la mondialisation des échanges. Or, on voit maintenant que dans ces accords de libre-échange, la plupart du temps, les conséquences sont très néfastes sur le climat. Ils encouragent la déforestation et la production à outrance dans un certain nombre de pays. Comment construire une Europe qui ne soit pas repliée sur elle-même, mais qui ne diffuse pas un modèle insoutenable pour notre futur ? Sur ce point-là, comme sur tous les autres, je suis preneur de vos avis et de vos interrogations à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit et préparé par Cécile Cazenave, réalisé par Florentin Baume et mis en musique par Amandine Robillard. Chaleur Humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire que vous êtes 50 000 à recevoir tous les mardis. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site du Monde. Et il y a aussi un livre qui s'appelle aussi Chaleur Humaine et qui est toujours disponible en librairie. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie de voter aux élections ou au contraire convaincu de rester bien assis dans votre canapé douillet. Vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et un tagine de patates douces aux pruneaux et aux amandes à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr.
Si vous en avez marre des mails, moi parfois j'en ai marre. Vous pouvez aussi m'écrire par courrier ou m'envoyer des colis si ça vous chante au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite, le partager à vos amis et si vous avez plus de temps, vous pouvez ajouter des commentaires et des étoiles. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. Ah oui, bravo.